Rebonjour à toutes et à tous pour ce forum zéro carbone de 2021 à Paris. Il s'est passé beaucoup de choses cette année en dehors de la crise Covid. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été annoncés, ce qu'on appelle le pacte vert. Vous vous souvenez, au mois de juillet a été annoncé un plan pour accélérer, ça a été dit, les engagements de l'Europe pour essayer de tenir, alors, peut-être pas le 1,5 degré, mais en tout cas atténuer le réchauffement climatique, et donc de passer sur 40% à 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, qui est un engagement assez ambitieux et assez évidemment nécessaire. La question, c'est comment faire. Et le pacte vert apporte notamment des financements. Il y a, pendant la crise Covid, le plan de relance européen qui a été voté, qui va commencer à s'appliquer, qui pourrait se décliner dans chacun des grands pays. Alors pour en parler, nous avons avec nous, et je le salue, Philippe Clauz, le bourgmestre de Bruxelles. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Je vous redonne la parole dans quelques instants après avoir présenté la table ronde. Nous avons un autre maire, le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui est maire, un maire vert, comme on dit, engagé pour le climat, qui va prendre la parole aussi dans quelques minutes. Nous avons avec nous Monica Scatasta, qui est directrice au Conseil de l'Europe Development Bank, qui est une petite BEI pour dire vite, mais on en reparlera. Mais qui a travaillé à la BEI, donc qui connaît ces sujets, qui a participé à la création de la Banque européenne du climat. Et enfin, Maximilien Pellegrini, le directeur général adjoint du groupe Suez. Alors peut-être pour commencer avec vous, monsieur le bourgmestre, et en vous remerciant d'avoir patienté et en nous excusant pour le léger retard, peut-être nous dire comment à Bruxelles, sur ce pacte vert justement, parce que vous êtes aux premières loges, je dirais, pour appliquer et pour savoir ce qui se passe au niveau de la Commission. Comment vous-même, à Bruxelles, dans la ville de Bruxelles, vous voulez vous engager dans la neutralité carbone? Quel levier d'action vous pouvez mettre en œuvre et comment vous pouvez, on en a un peu parlé, créer des consensus au sein de la population pour des changements qui s'annoncent quand même très importants dans les mobilités notamment et dans la façon dont on va habiter demain dans la ville? Il y a beaucoup de choses évidemment dans votre question, donc on y est tous confrontés. Je pense d'abord, et c'était pas mal résumé par vos intervenants juste avant, ça m'a permis de les entendre le petit retard, sur le fait que ça doit être une œuvre collective. Donc la première chose à mettre en point, c'est que ça ne sera jamais une addition de comportements individuels. On n'y arrivera pas si on procède comme ça. Au-delà même des débats nord-sud, je veux même parler dans nos villes. On sait que nos villes sont aussi des territoires dans lesquels il y a des confrontations entre les niveaux sociaux. Et donc, par exemple, un des grands oubliés dans les politiques précédentes, ce sont en effet les combats sociaux qui sont liés au climat. Nous, par exemple, notre plus gros budget sera sur le chauffage dans les logements sociaux, ce que vous appelez les HLM. On sait aujourd'hui que c'est 40% des gaz à effet de serre. Et en fait, on a beaucoup travaillé dans les années 2000 sur aider les propriétaires à isoler leur maison, mais on oubliait complètement les locataires et encore plus les locataires qui étaient dans les logements sociaux. L'autre gros enjeu, vous en parlez beaucoup, vous avez eu Monsieur Moreno, on travaille aussi sur ce concept-là, c'est comment va-t-on libérer aussi de l'espace public? Non pas simplement pour la ville du quart d'heure par rapport aux équipements, mais comment va-t-on travailler pour que la densification urbaine, qui est quand même une des clés aussi en limitant les déplacements, ne soit pas non plus des villes inhabitables parce qu'elles ne sont plus agréables. Et donc, on doit repenser nos villes de façon collective. L'autre aspect, vous l'avez vu, ça agite beaucoup les réseaux sociaux, les pistes cyclables, les choses comme ça, qui sont un bon mix dans les déplacements, mais tout ça ne vaut que si on pousse le transport en commun. Tout le monde sait que la clé de notre développement urbain passe par un transport en commun plus efficace. Et enfin, une dernière chose, pour ne pas être trop long non plus dans cette première intervention, c'est l'économie du partage. Alors, elle a des bonnes choses et des mauvaises choses. Elle peut être parfois l'économie du partage, l'affirmation d'un capitalisme exacerbé où on retrouve, on peut prendre tout ce qui est, par exemple, tous ces services de livraison, quand même la protection sociale des travailleurs est quand même énormément mise en cause. Mais en même temps, le fait de pouvoir partager certaines choses peut aussi décarboner nos villes. Moi, je pense aujourd'hui que les gens vont de moins en moins posséder leur véhicule individuel. Je m'explique. En 2030, à Bruxelles, le diesel sera interdit et en 2035, ce seront les autres énergies fossiles. Et on dit, mais vous n'aurez jamais assez de bornes pour couvrir tout ça. Oui, parce qu'on part du principe que tout le monde va rouler avec sa propre voiture. Moi, je fais le pari que les générations qui sont derrière nous
vont beaucoup moins posséder que nous. Je les appelle les générations Spotify. Ils n'ont pas besoin de posséder comme nous devions avoir notre collection de vinyles, de CD, de DVD, de choses comme ça. Et donc, ce partage va pouvoir exister. Mais derrière ça, il ne faut jamais oublier nos politiques sociales. Sinon, on irait en effet vers sans doute un développement durable intéressant, mais en oubliant une grande partie de la population. Alors, j'entends ce que vous dites, monsieur le bourgmestre. On voit ça dans toutes nos grandes villes aussi en France. En même temps, est-ce qu'on a envie de villes, ce qu'on appelle des dark cities, c'est-à-dire on va avoir des entrepôts de livraison plutôt que des commerces et des magasins de centre-ville, des jeunes gens souvent issus de l'immigration légale ou illégale qui ne vivent qu'en faisant la livraison de nos courses en moins de 10 minutes parce qu'on n'a même pas maintenant on veut même pas attendre un quart d'heure. Est-ce que ce monde-là que vous décrivez, qui peut être une solution, effectivement, on en parlera cet après-midi, ce monde de la démobilité d'une certaine façon à laquelle on s'est habitué avec le Covid, est-ce que c'est le monde dans lequel on veut vivre? Est-ce que ça ne va pas quand même avoir un impact économique? Aujourd'hui, on voit quand même que les villes vivent quand même de leur commerce en bonne partie. Est-ce que ces changements-là ne sont pas... alors, est-ce que c'est la bonne façon de lutter contre le réchauffement climatique que de dire aux gens ou de voir cette génération dire je reste chez moi et on me livre à vélo? Non, évidemment que non, ça n'est pas. C'est ce que j'ai Poser la expliqué. question Le ainsi, c'est y problème, répondre. Mais... oui, mais dans l'économie du partage, c'est ce que je dis, qu'elle était aussi très vicieuse si c'était un capitalisme exacerbé qui ne tenait pas compte du fait de financer la sécurité sociale. Le grand débat en fait que nous avons aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on promeut une croissance nécessaire au fait de construire la solidarité. Vous savez, la sécurité sociale, elle a besoin, dans toutes nos économies européennes, d'environ 2% à 2,5% de croissance. Où est-ce qu'on la trouve? Il faut la trouver autrement. On le sait aujourd'hui. On doit trouver des choses qui sont autrement. Et donc, de nouveau, on l'a vu avec ce qu'on appelle l'ubérisation. C'est pas tellement la société que l'on voudrait pour demain. Elle a l'air très pratique pour une partie de la population, mais elle est vraiment de l'esclavage moderne pour une autre partie de la population. Et donc, on doit pouvoir résoudre ça aussi en recréant de la solidarité, en recréant du lien. Ce que je vous expliquais sur l'isolation des bâtiments de HLM, dans le fond, c'était la double peine pour ces personnes, puisqu'elles voyaient leur facture énergétique énormément progresser et ils polluaient de plus en plus. Alors que ces grands ensembles d'immeubles sont parfois plus facilement isolables qu'une simple maison individuelle sur laquelle il faut plus investir, puisque c'est le débat de la densité. Et donc, de nouveau ici, c'est ce que nous devrons construire. Mais un de vos intervenants juste avant le disait, vous savez, en 2050, c'est 70% de la population mondiale qui vivra dans les villes. On dit entre 50 et 70%. Et les villes, c'est 2% du territoire. Et en même temps, cette densification, elle doit pouvoir rendre les villes aussi habitables. On ne doit pas non plus se dire, bah, attention, la ville ne va plus être habitable, on va s'empiler dessus. Ça n'est pas l'objectif. Et en même temps, c'est une formidable opportunité ce qui se passe pour l'instant. Quelqu'un l'a dit juste avant, mais ces COP, évidemment qu'elles ont toujours un côté frustrant, mais on part quand même de tellement d'États qui ne sont d'accord sur rien pour chaque fois essayer d'avancer. Alors oui, on n'avance pas assez vite, on a raison de vouloir accélérer le mouvement, mais regardons quand même le chemin parcouru dans la gouvernance mondiale par rapport à ça. Le fait qu'on sait se fixer des objectifs communs, même s'ils sont frustrants, même s'ils ne vont pas assez loin, ils partent d'une démarche collective qui fait que personne n'aura raison tout seul. C'est un peu comme dans cette crise, quelqu'un l'a comparé juste avant dans votre plateau en disant mais attention, on n'arrête pas de se survacciner, on vient de lancer la 3e dose pour tout le monde ici à Bruxelles, mais on sait en même temps que si on ne travaille pas sur les vaccins dans les pays émergents ou dans les pays moins favorisés, ben, on n'arrivera pas à résoudre cette crise. C'est la même chose pour le climat. Il va falloir qu'on réfléchisse collectivement à comment on résout ça, mais en réfléchissant aussi sur nous-mêmes, en changeant en partie nos comportements, mais en les changeant non pas pour une régression, mais pour un autre mieux vivre. Merci beaucoup. Je vous propose de nous écouter et d'écouter votre collègue, le maire de Lyon, qui s'est rendu à Bruxelles et qui va sans doute s'y rendre souvent. Philippe d'ailleurs. Qui vous salue. Bonjour à toi. Qui se rend souvent à Bruxelles, notamment parce que Lyon est candidat à ce qu'on appelle le Mission Board. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est, mais en gros c'est un programme européen pour être dans les 100 villes climatiquement neutres en 2030, donc un horizon qui est assez rapproché. Qu'est-ce que ça veut dire comme engagement et qu'est-ce que vous devez respecter comme contrainte nouvelle que vous fixez vous-même finalement pour tenir cet objectif? Si vous me le permettez, juste en introduction, avant d'arriver sur le Mission Board, en effet, et en rebond à ce que disait Philippe, on a entendu ce matin que la transition, la transformation de nos sociétés et de nos villes
était inéluctable. On a vu aussi, même si je ne partage pas complètement l'optimisme de Philippe, peut-être parce que tu étais plus près de Glasgow à vol d'oiseau que moi, mais la lecture que j'en fais, elle est quand même qu'on a globalement des dirigeants sur la planète qui se montrent pas à la hauteur des enjeux. Moi, si vous voulez, quand j'ai vu que Jeff Bezos était l'un des invités d'honneur de la COP et qu'il venait nous expliquer, ou qu'il venait expliquer aux dirigeants du monde que la Terre vue de là-haut était vraiment vulnérable, je trouvais que voilà, on conjuguait l'indécence et l'hypocrisie, c'est-à-dire que l'une des personnes dont l'empreinte carbone est sans doute la plus importante au monde, vient nous donner des leçons sur ce qu'il faut faire pour réduire les impacts du changement climatique. Bon, bref, au-delà de ça, on a vu tout à l'heure les larmes d'Alok Sharma, le président de la COP26. Vous nous les avez montrées dans votre montage. On sait qu'on doit agir et ce que l'on entend depuis ce matin, c'est que les solutions concrètes, elles viendront des villes. Elles viendront des villes, pourquoi ? D'abord, parce qu'on a, avec nos politiques publiques municipales, la possibilité d'agir directement sur le quotidien des gens. Et donc, on parle aussi de changement de mode de vie. Philippe, tu en parlais à l'instant, tu disais que ça n'allait pas suffire, il faut le faire ensemble. Mais oui, justement, au travers de politiques publiques municipales, et j'en avais parlé d'ailleurs avec Philippe quand on s'était vu à Bruxelles, on embarque, en fait, on emmène la population en plus. Et ça, c'est très important. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les villes, même si Ronan Dantec tout à l'heure disait que ça ne peut pas être qu'au niveau des villes, j'en conviens, mais on a aussi, au travers de nos engagements, de nos investissements et de nos dépenses, un moyen d'action important. Je vous donne un exemple sur la ville de Lyon. On vient de voter un schéma de promotion de nos achats socialement et écologiquement responsables. Pourquoi on a fait ça ? Parce que la ville de Lyon, c'est 200 millions d'achats publics par an. Donc, c'est pas rien dans l'économie lyonnaise. Bien sûr, on est, par rapport à d'autres entreprises, qu'un petit acteur. Mais en même temps, on envoie un signal. Donc, quand on décide d'acheter pour 200 millions d'euros par an, plus socialement responsable ou plus écologiquement responsable, eh bien, on participe de la structuration de nos filières économiques. Alors, pour en arriver au Mission Board, puisque c'était votre question, pourquoi c'est important aujourd'hui d'engager ma ville dans ce grand défi de la rendre climatiquement neutre d'ici 2030, sachant que la terminologie climatiquement neutre, elle vient simplement d'être précisée par la Commission européenne. On a eu le cahier des charges il y a 72 heures, pour tout vous dire. Mais pourquoi c'est important ? Parce que moi, mon premier objectif, c'est d'abord d'adapter ma ville. C'est de faire en sorte, on l'a déjà dit, c'est de faire en sorte demain de maintenir et même d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des habitants. Donc, m'engager sur l'adaptation de ma ville au travers de ce grand défi de la rendre climatiquement neutre, voilà, c'est fondamental. Le deuxième objectif que j'ai, c'est bien évidemment de faire en sorte que la ville ait une empreinte environnementale qui soit beaucoup moins forte. Et à cet égard, là encore une fois, c'est très important pour embarquer. Même si j'entendais tout à l'heure Ronan Dantec dire qu'on ne ferait pas tout seul au niveau des villes, notamment parce qu'on risquait de créer des inégalités entre mondes urbains et rural. Certes, néanmoins, ça ne doit pas être une excuse à l'inaction pour moi. Et au contraire, si les villes peuvent montrer que c'est possible de faire de la neutralité climatique, de la neutralité carbone, alors on le fait pour pouvoir embarquer, donner des bons exemples. Si vous me le permettez, quelque part, j'aime pas trop reprendre l'image du premier de cordée parce que ça, voilà, elle a été utilisée à notre escient. Et d'ailleurs, elle peut être mal interprétée. Voilà, non mais la France devrait être en quelque sorte la première de cordée en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Malheureusement, c'est pas la trajectoire qu'elle a prise, on l'a vu à Glasgow. Pour autant, oui, je crois que les villes ont besoin de montrer l'exemple, et même si c'est effectivement peut-être davantage aujourd'hui, comme le disait encore une fois Ronan Dantec tout à l'heure, des villes plus aisées qui peuvent le faire, mais oui, faisons-le, mais faisons-le en pensant la coopération avec nos territoires notamment nos bassins nourriciers, ça c'est important. C'est ce que nous faisons aussi à Lyon, par exemple, quand on décide vous savez que je suis assez connu pour la restauration scolaire. Oui, et pour avoir de cette mesure quand même qui est importante. Oui, pour avoir mis en lumière que le ministre de l'Intérieur était aussi le ministre des cantines, mais plus sérieusement, transformer la restauration collective et en particulier la restauration scolaire, c'est ce qu'on est en train de faire sur la ville de Lyon, mais on le fait en associant nos territoires mais en voisins. partant d'un objectif, c'est-à-dire que c'est 50% de local, 100% de bio,
C'est ça notre à objectif. l'horizon de la fin du mandat. C'est quand même Alors, extrêmement ambitieux. On sait d'ores et déjà, parce qu'on a travaillé avec les filières, que sur ce mandat-là, on fera 75% de bio maximum. Et comment est-ce qu'on le fait? En partant de combien? Là, aujourd'hui, on est à peine à 40%. Alors, ça dépend des produits. Mais l'idée, c'est quand on se fixe comme horizon 100%, bien évidemment, on va travailler sur tout ce qu'on met dans nos assiettes. Alors, ça veut dire quoi? Ça mobilise toute la chaîne, c'est ça? Ça mobilise toute la chaîne. Ça va bien évidemment, ça commence par la ville. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau de la ville? On a investi dans notre cuisine centrale. Donc, on va être capable de faire, avec nos 5 millions d'euros d'investissement, on va être capable de faire l'année prochaine des soupes, des steaks de légumineuses, qui sont des produits qui, aujourd'hui, ne sont pas disponibles dans les assiettes des petites Lyonnaises et des petits Lyonnais. Et puis, on a travaillé avec les filières, et en particulier avec les associations de promotion de l'agriculture biologique, pour leur donner de la visibilité sur ce qu'on va acheter. Et pour leur dire, pour s'engager sur, oui, on va vous acheter des produits de saison. Donc voilà, vous pouvez planter, vous pouvez aller sur ce type de culture. Et en leur donnant cette visibilité-là, on leur permet de se structurer et on nous permet à nous d'avoir une alimentation plus respectueuse de la planète et plus saine pour nos enfants. Donc en fait, on peut rentrer dans des alliances qui sont extrêmement finalement vertueuses, à la fois pour les acteurs économiques, mais aussi pour nous, la puissance publique, qui nous engageons. Et je crois que ce modèle de coopération, dès lors qu'on est dans un dialogue avec les acteurs, là je parle de l'agriculture, je pourrais parler de certains acteurs industriels, ce modèle de coopération, c'est celui qui va nous permettre d'embarquer tout le monde, à la fois bien évidemment les urbains, mais aussi les bassins nourriciers, les bassins industriels qui sont autour de nos villes et qui ont besoin bien évidemment aussi de s'engager sur la neutralité climatique et carbone. Maximilien Pellegrini, vous êtes le directeur général adjoint du groupe Suez, du nouveau Suez qui est en train de naître, suite aux opérations que chacun connaît. Peut-être, j'ai envie de vous demander comment vous réagissez à tout ce qu'on a entendu finalement depuis ce matin sur la responsabilité de l'entreprise, notamment face à ces défis urbains. Et on en parlait quand on préparait, il y a le sujet de l'eau, on n'a pas beaucoup parlé, on parlait du climat. L'eau, la ville produit des déchets et consomme énormément d'eau. On en parlait un petit peu tout à l'heure sur ce qu'on pouvait voir dans les datas à Paris. Est-ce que c'est pas un peu la grande oubliée finalement aujourd'hui, l'eau du climat, et comment faire en sorte qu'on ait finalement un avenir avec une eau propre et forcément à un coût, c'est un sujet de justice sociale très important. Regardez ce qui se passe en Guadeloupe. Une partie de ce qui se passe en Guadeloupe aujourd'hui, c'est un problème d'accès à l'eau. Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, quand on porte des métiers essentiels comme les nôtres et quand on dirige une entreprise comme Suez, on est résolument optimiste puisqu'on est porteur de solutions. Et par rapport à ce qui a été dit ce matin, alors on peut évidemment être toujours attentif à la suite qu'on va donner à la COP26. Néanmoins, je crois qu'on a ancré profondément la logique du comment et on l'a remplacée par la logique du pourquoi. Donc, on avance modestement et on va dans le bon sens. Lorsqu'on parle de transition écologique, on parle souvent des changements dans nos modes de vie et de consommation. Ce qu'il faut rappeler tout de même, c'est que la transition écologique va nécessiter des investissements massifs. Pour les métiers que nous exerçons, l'eau par exemple, on estime à 17 milliards les investissements qui vont manquer dans les 5 années qui viennent pour rentrer dans cette logique d'atténuation. Et un peu moins de 10 milliards dans les déchets. Donc c'est pour dire à quel point même les logiques d'atténuation aujourd'hui nécessitent des investissements colossaux. Et on sait bien que ces logiques d'atténuation finalement ne sont pas suffisantes parce qu'il faut qu'on rentre dans des logiques d'adaptation. Vous l'évoquiez aussi ce matin lors des tables rondes précédentes. Et ça veut dire quoi les logiques d'adaptation? Ça veut dire évidemment mettre en œuvre ces investissements plus rapidement, mais ça veut dire aussi limiter les impacts négatifs sur le plan économique et social, et on sait qu'ils sont nombreux. Alors comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, globalement, tout le monde partage à peu près le constat. On a au moins gagné ça. Comment on fait en France et dans le monde, et en Europe, pour aller plus vite et dans la bonne direction? Je crois qu'il y a 3 axes de réflexion extrêmement importants que nous défendons. Le premier, ce sont les sujets de gouvernance. On voit bien aujourd'hui dans les territoires à quel point les sujets de transition écologique sont transverses. Il est vrai que la COP26 et les engagements répondent à des pactes entre nations. Néanmoins, la transition écologique, ça se passe dans les territoires. Et il faut que les projets de territoire émergent. On sait que l'eau et l'agriculture sont liés. On sait aujourd'hui également que les déchets et la valorisation énergétique sont 2 faces d'une même pièce. Et puis, logement et transport sont intimement liés. Donc, il faut désiloter au maximum, donner à nos élus
de métropoles, d'agglomérations, de territoires qui sont aujourd'hui des véritables chefs d'orchestre, les moyens de mettre en place leur politique publique. Est-ce que le découpage administratif aujourd'hui, pardonnez-moi de le dire de cette manière, est le plus pertinent en Île-de-France ou ailleurs? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut des gouvernances transverses dans lesquelles une entreprise comme la nôtre doit aussi apporter ses solutions et doit être le porte-avions de l'intelligence des territoires, de manière à ce que ces projets soient co-construits. Mais co-construits quand la commande publique s'exprime de manière un peu trop prescriptive entre un donneur d'ordre et une entreprise, ce n'est pas toujours simple. En tout cas, je pense que pour aller plus vite dans la bonne direction, il faut repenser ces gouvernances. Le second sujet, c'est l'innovation. L'innovation, c'est absolument clé. Et on a souvent des complexes quand on regarde nos voisins asiatiques ou américains. Effectivement, il y a le grand sujet Nord-Sud. Néanmoins, je crois que beaucoup de solutions sont aujourd'hui possibles. Et je crois que l'Europe, comme elle évolue dans un environnement contraint, est celle qui peut émerger avec l'innovation et imposer au monde un modèle de développement un peu différent. Nos entreprises réfléchissent aujourd'hui, par exemple, au recyclage des batteries des voitures électriques, puisque 2035 arrive bientôt, le recyclage chimique du plastique pour arriver à des molécules pures qui permettent beaucoup plus d'usages sont des vrais sujets, et les usines d'épuration aujourd'hui ne traitent plus l'eau usée. Elles sont ressources pour le territoire, elles produisent de l'énergie, des eaux réutilisées, et puis elles récupèrent du phosphore pour en faire de l'engrais. Donc l'innovation existe, charge à nous, l'entreprise, d'être hyper localisée et de rentrer dans des logiques d'induction, c'est-à-dire de partir du terrain dans une logique de co-construction avec l'écosystème, nos clients municipalités, les industriels, de manière à faire émerger cette innovation qui va permettre à l'Europe, moi je le crois, je suis résolument optimiste, de briller davantage et d'inventer et d'imposer un modèle de développement plus durable. Et enfin, le troisième sujet, c'est qu'il faut qu'on soit collectivement meilleur en récompensant les bonnes pratiques. Je crois qu'il faut faire beaucoup de pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens, évidemment, mais il y a des initiatives plutôt réussies de tarification incitative qui progressent. Est-il aujourd'hui juste de payer le prix du même cube de la même manière quand on lave sa voiture une fois par semaine ou quand on remplit sa piscine ou lorsqu'on l'utilise pour des biens, je dirais, essentiels? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'il ne faut pas récompenser l'usager qui trie en amont ses déchets efficacement par rapport à celui qui ne le fait pas? Et puis, il y a des logiques de pollueur-payeur qui aujourd'hui avancent. C'est la responsabilité élargie des producteurs qui intègrent aujourd'hui, dans le coût de fabrication de leurs produits, le coût du recyclage. Je crois que si on veut un système durable, il faut aussi imposer aujourd'hui des comportements vertueux et quelquefois sanctionner. Donc, pour résumer, une gouvernance transverse, des espaces de co-construction pour innover et puis un principe de pollueur-payeur peut-être un peu plus assumé. Arrêter de manger des tomates l'hiver, par exemple, produites dans les endroits où on consomme les réserves d'eau. Mais je suis bien d'accord. Alors, Monica Scatasta, vous êtes, je le disais, on va dire une banquière, enfin une financière. Vous avez travaillé à la BEI, vous étiez responsable des politiques climatiques. La BEI, aujourd'hui, Banque européenne d'investissement, a beaucoup de moyens pour développer notamment des politiques climatiques. Aujourd'hui, vous êtes à l'Europe Development Bank. Et racontez-nous un peu ce que vous pouvez faire, parce qu'on voit bien qu'il y a besoin de beaucoup d'argent dans deux domaines, l'investissement dans les réseaux, dans les infrastructures, mais également, et c'est tout à fait nouveau peut-être dans cette perception des changements qui sont à venir, c'est des financements pour accompagner ceux qui seront les plus fragiles face à la transition, ce qu'on appelle la transition juste, on en parlera un peu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour aider la transition ? Merci beaucoup en premier. Et la première chose que je peux faire en tant qu'Italienne, c'est justement d'arrêter de manger de tomates l'hiver. C'est très difficile pour moi, donc je vais essayer. Non, vous faites des conserves, c'est très bien. Bah oui. Donc, non, je voulais soulever 3 points et puis parler d'action. J'aimerais me lier à ce qui a été dit aussi dans le panel précédent sur l'importance de l'approche systémique. Et je veux le décliner en 3 volets, si on veut. Le premier, c'est l'importance vraiment d'une approche de nexus entre les aspects sociaux et le changement climatique et ses impacts. Le deuxième est la nécessité de parler non seulement de décarbonisation, mais aussi d'adaptation justement à un futur de 2,5-3 degrés. Et le troisième, c'est de regarder au-delà du financement
pour l'action climatique et de parler vraiment d'alignement avec les objectifs de Paris et l'1,5. Je vais probablement pouvoir toucher seulement le premier point dans la première intervention. On a parlé beaucoup jusque-là de l'importance de considérer les impacts sociaux de la transition et aussi de considérer que fondamentalement la crise climatique est une crise sociale parce qu'elle impacte principalement les plus vulnérables en premier et aussi parce que et ça a un impact vraiment aussi sur la priorisation des investissements où on a vu aussi une dépriorisation des investissements sociaux au fil du temps. Et on a vu avec la crise Covid que ce n'est plus possible. Et au fait, vu qu'on parle aussi du pacte vert, ce n'était pas dans la logique. La logique du Green Deal était depuis le début une logique intégrée. Donc, on a parlé jusque-là des impacts potentiellement négatifs sur les plus vulnérables de la transition. Il faudrait aussi parler des opportunités dans la création d'emplois, 1 million de nouveaux postes ou 2 millions à l'échelle de 2050. Mais pour cela, il faut de l'investissement. Il faut de l'investissement dans l'éducation, dans le vocational training. Excusez-moi d'utiliser l'anglais de temps en temps parce que je n'ai pas un temps francophone, ça m'arrive. Et donc, vraiment, il faut commencer à penser quel type d'investissement aussi dans le social, dans les secteurs sociaux comme l'éducation, etc., sont nécessaires afin de pouvoir tirer et atteindre ces bénéfices, ces co-bénéfices sociaux et climatiques. D'un autre côté, il y a un aspect clé qui est vraiment comment et là c'est aussi l'action clé de la Banque du développement du Conseil de l'Europe pour laquelle je travaille, comment est-ce qu'on peut cibler les investissements sur les groupes les plus vulnérables. Je donne un exemple sur lequel on a travaillé en Belgique. Je regarde donc l'écran avec le bourgmestre de Bruxelles. Quand on a travaillé justement avec la Société Wallonne de logement sur un programme de 450 millions d'euros, on en a donné à peu près 210 en tant que prêt. Là, l'accès vraiment était, le programme s'axait sur les groupes les plus vulnérables, 4000 familles, dont 15% qui vivaient en dessous de la seuil de pauvreté, 30% avec des single parents, des familles avec, je ne sais pas comment ça se dit en français, dites-le en anglais, dites-le en anglais. Et donc vraiment une focalisation très très importante sur le social et en même temps une réduction en termes d'émissions de CO2 de plus de 20 000 tonnes de CO2 par an pour ce projet. Donc c'est possible de le faire, mais il faut vraiment viser et clairement et l'inclusion sociale et les objectifs climatiques en même temps. Et là, justement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, qui est la plus ancienne des banques multilatérales de développement et qui est éminemment sociale en termes de son mandat, peut travailler et travaille très très bien avec les villes, non seulement les grandes villes, mais aussi les villes moyennes. Et je crois qu'avant, on parlait par exemple de Nantes, les villes qui grandissent très très rapidement. Et avec Nantes, par exemple, on a financé le plan de mobilité viable. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN du travail de la Banque de développement du Conseil de l'Europe. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Grégory Doucet, sur Lyon. Et vous avez déclaré l'état d'urgence climatique quand vous avez été élu en 2020. Au printemps dernier. Qu'est-ce que ça veut dire et par rapport à cette question finalement de la transition juste, on va reparler avec d'autres maires tout à l'heure, par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre, quels sont les obstacles finalement que vous rencontrez pour fabriquer du consensus, à la fois avec le cœur de ville, mais avec tout son environnement, la périphérie. On parlera tout à l'heure des bassins de vie. Quelque part, aujourd'hui, quand on est maire d'une ville, on n'est pas seulement dans son village, si j'allais dire, on est obligé de tenir compte de la totalité des gens qui sont en relation avec la ville.
Bien sûr. Pour les mobilités, pour le logement, pour les mouvements pendulaires, c'est ça là. Et donc, on doit anticiper ces problèmes souvent qui peuvent. Les gens qu'on empoisonne le plus avec les ZFE, c'est plutôt ceux qui sont obligés de prendre leur voiture parce qu'ils habitent loin, ils ont une vieille voiture qu'ils n'ont pas les moyens de changer. Alors, je vais commencer par la première partie de votre question sur finalement à quoi sert cette déclaration d'état d'urgence climatique que nous avons votée. Ça a mobilisé les citoyens en conseil municipal. On va dire que c'était pour nous surtout, on va dire une occasion de partager notre direction, de donner le cap. Il se trouve que le même jour, on a voté donc cette déclaration d'état d'urgence pour dire voilà, nous on se reconnaît en situation d'urgence climatique et on a besoin d'agir à la hauteur de l'enjeu. Le même jour, on a voté notre programmation pluriannuelle des investissements, 1,250 milliard d'euros. C'est beaucoup plus que la mandature précédente, la mandature précédente était plutôt autour de 800 millions. On a donné le cap à la fois global et en même temps avec nos investissements, on a dit précisément où on allait aller. Je vous disais tout à l'heure, la ville de Lyon, c'est 200 millions d'achats publics par an, c'est considérable. Donc dire qu'on va investir sur la mandature 1,250 milliard en disant le tiers de cet argent. C'était pour afficher la couleur, si je puis dire. Vert. En quelque sorte, oui. Mais afficher la couleur, c'est pour reprendre aussi les termes du directeur général de Saint-Gobain tout à l'heure, c'est donner de la visibilité. C'est donner pas simplement une direction comme ça vague. Parce que ensuite, après avoir voté notre programmation pluriannuelle des investissements, on a organisé des événements de présentation au monde économique de notre PPI. Pour dire, voilà, on va investir dans les travaux publics, dans le bâtiment, puisque bien évidemment, un tiers de cette PPI, elle est sur la rénovation thermique des bâtiments. Alors quand je dis rénovation thermique, ça peut être des bâtiments publics. C'est notre très grande bibliothèque de la Pardieu, sur laquelle on investit 22 millions d'euros pour l'isoler. Mais c'est aussi des écoles qu'on va rénover, ce sont aussi des mairies d'arrondissement qu'on va rénover, etc. Donc c'est quand même un tiers de cet argent public, enfin de nos investissements sur le bâtimentaire, c'est considérable. Et puis c'est aussi des marchés potentiellement pour les travaux publics, puisque bien évidemment, quand on va, par exemple, comme on l'a fait pour quasiment un quart de nos écoles aujourd'hui, quand on va pacifier, apaiser les abords des écoles, soit en les piétonnisant, soit en les fermant simplement aux heures d'ouverture et de fermeture des écoles, on va faire des aménagements. Donc on va faire appel à des organisations, à des entreprises des travaux publics. Bref, l'intérêt d'avoir affiché très tôt la couleur, comme vous le disiez, c'est de dire au monde économique, voilà sur quoi vous allez pouvoir travailler avec nous. Et je citais tout à l'heure notre schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Il dit en plus le comment. Comment est-ce que vous pouvez travailler avec nous? Donc on a quelque part mis un peu joué carte sur table pour permettre derrière au monde économique, et bien évidemment on privilégie les entreprises qui sont qui sont sur Lyon ou dans la région lyonnaise, on leur dit voilà comment vous allez pouvoir travailler avec nous. Très bien, on réinvitera l'an prochain pour parler de la suite. Malheureusement, le temps passe trop vite. J'aurais voulu passer plus de temps, mais il faut que nous passions à la table ronde suivante. Merci à tous les quatre. Merci, monsieur le bourgmestre, à distance. Merci à vous. Merci et à vous. bientôt.